14h sur BFM TV, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h dans Non-Stop. Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce dimanche, des routes barrées, des magasins pillés, des scènes d'émeutes et des immeubles incendiés en Guadeloupe. La situation chaotique a des conséquences terribles. Certains n'ont plus de logement, témoignage dans ce journal. Face à cette situation qui s'embrase, le gouvernement décide d'accroître les renforts. 50 membres du GIGN et du RAID sont envoyés, en plus des 200 policiers et gendarmes supplémentaires déjà mobilisés. Le point sur place et également en plateau avec Dominique Rizet dans quelques instants. Des scènes de violence observées également en Europe dans certaines manifestations contre les mesures sanitaires aux Pays-Bas ou en Autriche, notamment l'Autriche qui sera confinée totalement à partir de demain pour une durée de 20 jours. Et ce score, 40-25, c'est l'exploit du 15 de France hier soir face à la Nouvelle-Zélande. L'arène du Stade de France était comble. 80 000 spectateurs ont assisté à cet exploit des Bleus en rugby qui n'avaient pas vaincu les All Blacks depuis 12 ans. Reportage dans ce journal. La situation en Guadeloupe est absolument intolérable et inacceptable. Ce sont les mots de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Ces violences, ces incendies et ces saccages ont eu des conséquences terribles. Certains ont perdu leur habitation. C'est le cas de cette habitante de Pointe-à-Pitre, totalement dévastée. Écoutez. Et puis je suis sortie et puis j'ai vu, ça a brûlé. Je vous assure, ça a duré 15 minutes, pas plus, 15 minutes. Entre le moment où le feu a pris dans la chambre et le moment où je suis arrivée dans la cour, toute la partie en bois avait déjà cramé. Et c'est sur 2 niveaux. Et c'est 100 ans d'une maison, c'est 100 ans de souvenirs. C'est mon grand-père, c'est mon arrière-grand-père, c'est ma grand-mère. Une image à vous montrer également et elle illustre bien, vous allez le voir, la plus grande confusion qui règne sur place. À l'aéroport de Pointe-à-Pitre, plusieurs dizaines de personnes sont actuellement bloquées. Les avions de la compagnie Corsair notamment ont été annulés. Les voyageurs doivent dormir, vous le voyez dans l'aérogare, car les routes sont trop dangereuses. Pour rejoindre des hôtels, ils doivent dormir sur des lits de camp, voire même sur le sol, sans eau, sans couverture, sans coussin. Écoutez le témoignage de ce voyageur. Depuis qu'on a intégré ce terminal, on n'a vu personne, que ce soit de la compagnie aérienne, de l'aéroport, on n'a vu absolument personne. On est livré un petit peu à nous-mêmes, on n'a toujours pas d'eau, on n'a rien pour se désaltérer, on n'a rien pour prendre nos médicaments, on n'a rien pour faire un brin de toilette, n'importe quoi. Enfin, voilà, on est vraiment livré là à nous-mêmes. Je suis invalide. J'ai une maladie qui me fait horriblement souffrir. Bon, pour prendre les médicaments, mon épouse a croisé un gendarme ce matin qui m'a envoyé une bouteille d'eau, quoi. Moi, là, je tiens plus en place, hein. Je souffre de martyr voilà, je prends mon mal en patience et en espérant que ça va vite se débloquer. Situation très difficile. Anaïs Kroutz, vous êtes l'envoyée spéciale de BFM TV. Vous êtes tout près de Pointe-à-Pitre et on le voit sur les images juste derrière vous. Les dégâts de ces violences sont vraiment très importants. Exactement, ce sont les stigmates de ces dernières nuits, des nuits de violence qui ont marqué l'île dans plusieurs communes. Là, nous sommes aux Abysses, nous sommes tout près de Pointe-à-Pitre qui cristallise encore ces tensions puisqu'il y a eu très récemment ces dernières nuits des pillages de commerce, mais aussi, selon les forces de l'ordre, des jeunes manifestants cagoulés qui auraient tiré à balles réelles sur des véhicules de police. Tout ça en marge d'une grève générale qui dure depuis une semaine maintenant. Je suis avec Jocelyn qui représente les pompiers au sein de l'organisation LKP qui est à l'origine de cette grève générale. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez ça? Est-ce que ça brouille pas aussi le message que vous voulez porter? Peut-être, mais il ne faut pas qu'on oublie aussi que si nous sommes arrivés là, c'est parce que depuis quand même près de 4 mois, nous martelons le pavé. Nous marchons, personne ne nous écoute, personne ne nous reçoit. Nos politiques sont devenus des personnages hors sol, inatteignables. D'accord, nous avons écrit à M. Rochat, le préfet de la région Guadeloupe, sans réponse, une réponse vraiment complètement déplacée, à circuler rien à voir. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à ces extrémités parce que, tout simplement, on ne nous a jamais écoutés. On ne voulait pas que la rue prenne le pas sur nous. Et malheureusement, c'est ça. Alors, ça exprime une grande souffrance de notre jeunesse également, une grande souffrance de la population. Compte tenu de nos spécificités, personne ne nous entend, personne ne nous écoute, sachant aussi que nous avons chevillé au corps cette passion pour notre pays, c'est notre pays, on savait forcément que ça, on arriverait là. Voilà.
Quelles vont être les suites? Comment vous voyez la suite de ce mouvement? Est-ce qu'on peut encore monter crescendo dans un niveau de violence? Comment vous voyez les choses? Laissez-moi vous dire, quand on a pris la précaution d'interpeller tous nos politiques, toutes les institutions, et aujourd'hui on apprend qu'il y a... On apprend sur les réseaux sociaux qu'on a dévalisé une armurerie, qu'il y a plus de 200 armes supplémentaires en circulation, avec une jeunesse qui est en déshérence, sans formation, quoique il y a beaucoup de diplômés, d'accord. On s'attend au pire, alors qu'on ne voulait pas arriver jusque-là. Alors aujourd'hui, la réponse est claire. Il faut qu'on réponde à nos attentes, qu'on réponde à nos demandes. On demande juste à ce qu'on respecte notre liberté. On dit non à l'obligation vaccinale, même si on peut faire toute comment dire ça, l'apologie du vaccin pour nous, ça ne nous intéresse pas. Même si c'est 1%, on doit pouvoir respecter ça. D'accord? Aujourd'hui, c'est pas tout le monde, ils ne sont pas tous des homosexuels, et pourtant on respecte tout ça. On ne dit pas parce qu'ils sont pas nombreux, qu'il faut tous les convertir. Ils sont libres de choisir ce qu'ils veulent. Donc aujourd'hui, on demande cette liberté de choisir. D'accord? Et même si on a beaucoup à redire de nos manifestations, on est là pour ça. Donc non à l'obligation vaccinale, non pas sanitaire, et oui à la liberté, oui à notre peuple, voilà, et pour la jeunesse. Merci beaucoup. En marge de cette grève qui se poursuit ici en Guadeloupe, le ministre de l'Intérieur a annoncé l'envoi de renforts de 200 policiers et gendarmes supplémentaires ainsi qu'une cinquantaine d'agents du RAID et du GIGN qui vont arriver ici pour peut-être essayer d'apaiser la situation en Guadeloupe. Merci beaucoup Anaïs Cruz, notre envoyé spécial donc à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe avec François Luce. Dominique Rizet est avec nous. Dominique, face à la gravité de la situation, une cinquantaine d'agents du GIGN et du RAID arriveront en renfort sur l'île ce samedi. L'envoi du GIGN et du RAID, ça prouve que cette situation est exceptionnelle. Absolument, ça n'est pas un acte anodin, un geste anodin de dépêcher sur place des spécialistes comme les militaires du GIGN ou les fonctionnaires du RAID. Pourquoi ? Bien parce que on l'a un peu entendu dans ce que vient de dire ce pompier, une armurerie pillée, 200 armes, je crois que c'est 200 armes, c'est bien ce qu'on a entendu, qui ont disparu. Eh bien, ça veut dire des hommes armés sur le terrain, susceptibles d'utiliser ces armes, qui ont pris les armes et les munitions qui vont avec. Donc on ne peut pas demander à des forces de l'ordre classiques qui font du maintien de l'ordre, que ce soit des compagnies républicaines de sécurité, que ce soit des groupements, des escadrons de gendarmerie mobile. On leur demande de protéger les personnes et les infrastructures, mais on ne leur demande pas à eux d'aller chercher des personnes armées. Ça veut dire que le RAID et les GIGN vont être confrontés à ces personnes, vont devoir aller chercher peut-être chez eux au petit matin, parce que ces personnes ont commis des délits, des destructions, des pillages d'une bijouterie, d'une armurerie. Il va falloir, s'ils sont identifiés, aller les chercher à 6 h du matin. Et à 6 h du matin, on ne peut pas envoyer le commissariat de police local, ou en tout cas des fonctionnaires du commissariat de police local, les mettre en danger pour aller chercher des hommes armés. Eh bien, on en verra. Le RAID et le GIGN, c'est leur rôle sur place. Comme il y a des émeutes la nuit et des tirs, donc de coups de feu sur les forces de l'ordre, il y aura peut-être des positionnements de gendarmes ou de policiers du GIGN ou du RAID sur des points hauts avec des tireurs spécialisés, des tireurs de précision pour neutraliser quelqu'un dans la foule qui tirerait sur les gens avec une arme. Voilà. Les interpellations matinales sur décision de justice. Voilà pourquoi est dépêché sur place cette force spéciale, on va dire en tout cas, de militaires et de policiers. Alors les choses sont prises très au sérieux, évidemment, du côté du gouvernement. Anne-Sora Dubois du service politique est avec nous cet après-midi. Gérald Darmanin, hier, après cette cellule de crise, a réaffirmé sa fermeté à 5 mois de la présidentielle. Il ne faudrait surtout pas que l'exécutif montre qu'il prend à la légère ce type d'événement. Oui, absolument, à 5 mois de la présidentielle, mais aussi après 1 an et demi de pandémie. C'est surtout ça qui compte aussi dans la tête de l'exécutif. Et c'est pour ça que les mots utilisés par le ministre de l'Intérieur étaient très forts hier soir. Il a dit... il a répété 2 fois les mesures sanitaires fixées par la loi. Il a parlé de la loi de la République, sous-entendu, il n'y aura pas de traitement d'exception, il n'y aura pas de territoire différencié dans la lutte contre le coronavirus et dans l'établissement du pass sanitaire qui a été voté par le Parlement. C'est aussi ça l'objectif. Et évidemment, derrière dans la tête de Gérald Darmanin, derrière la situation très précise qu'il y a en Guadeloupe, alors c'est un peu particulier le cas des Antilles, on sait que la vaccination et le pass sanitaire, ils sont très mal acceptés depuis le début, mais il y a quand même cette crainte d'un effet contagion. On a
a vu qu'en Europe, il y a d'autres pays dans lesquels il y a des manifestations, une remise en cause des restrictions de liberté qui sont incluses dans cette loi qui établit le pass sanitaire et la vaccination. Donc il y a surtout l'idée de réaffirmer une fermeté très forte en disant il n'y aura pas de remise en cause par la force, par les armes, de cette loi du pass sanitaire et de la vaccination. Au niveau local, on a bien vu ce qui était dans la sémantique utilisée par Gérald Darmanin hier soir, présenter ceux qui ont commis ces pillages et qui ont été les auteurs de ces violences comme une petite minorité. Côté soignant, c'est vrai. Mais du côté du reste de la population de la Guadeloupe, c'est un peu moins clair parce que, encore une fois, et ça c'est vraiment la spécificité des Antilles, le rejet de la vaccination, en particulier, est très fort depuis le début. On ne dépasse pas 33%, c'est-à-dire un tiers de la population qui est vaccinée aujourd'hui. Et ça, évidemment, c'est le sujet particulier du gouvernement territorialement. La crainte, évidemment, c'est à nouveau une flambée comme on en avait connu en août. Souvenez-vous, le ministre de la Santé, Olivier Véran, et Sébastien Lecornu s'étaient rendus sur place et il y avait eu une flambée catastrophique dans les Antilles. Évidemment, c'est aussi éviter le ressurgissement de cette gravité de la situation sanitaire là-bas. Merci beaucoup Anne. Le Covid lui poursuit sa progression en Europe. En Autriche, c'est demain que toute la population sera confinée et ce pour 20 jours. Et dans la capitale, à Vienne, de nombreux habitants profitent des dernières heures pour effectuer leurs achats de Noël alors que des dizaines de milliers de manifestants avaient défilé hier dans les rues pour dire non à ces nouvelles mesures. Antoine Forestier avec Amine Mohamed. Comme de nombreux Viennois hier après-midi, Alexandra et sa mère sont venus profiter des dernières heures du traditionnel marché de Noël. C'est vraiment triste parce que j'avais hâte d'aller au marché de Noël. J'espère que tout va pouvoir rouvrir dans 20 jours. Max venait à peine d'installer son stand de vêtements chauds lorsque le confinement a été décidé. On est ouvert depuis une semaine. Ouvrir un stand comme celui-là, c'est beaucoup de travail. C'est dommage que l'on doive fermer, mais que voulez-vous que l'on fasse ? Devant ce centre de vaccination, la file d'attente est longue, mais ce n'est pas lié aux récentes décisions. La majorité de ces patients, comme Léo, sont ici pour un rappel. Je vais avoir ma 3e dose parce que j'ai entendu aux informations que le délai passe de 6 à 4 mois après la 2e. Hier, au moins 35 000 personnes ont manifesté dans la capitale contre les récentes mesures prises par le chancelier. Je suis contre cette obligation. Je vais tout faire pour qu'elle ne passe pas. Je ne suis pas vaccinée car je sais qu'il y a des nanoparticules à l'intérieur. Nous sommes pour la liberté. Tous ceux qui veulent être vaccinés peuvent l'être. Ce qu'ils font, c'est mettre la pression. C'est de la dictature. En Autriche, un tiers des habitants n'est pas vacciné. C'est en dessous de la moyenne européenne. La 5e vague gagne aussi l'Europe du Sud. En Espagne, il y a 4500 nouveaux cas par jour en moyenne, plus 54% en une semaine, avec notamment 6636 cas en 24 heures en Espagne. Pierre Chaperon, vous êtes le correspondant de BFM TV à Madrid. Pierre, l'Espagne est de plus en plus touchée, mais peut compter sur une vaccination importante de sa population. Et oui, le taux d'incidence qui est de plus de 112 cas pour 100 000 habitants, la barre des 100 cas a été franchie cette semaine, une première depuis septembre en Espagne. Une première depuis septembre en Espagne, les experts s'attendent à une hausse continue des contaminations et un pic en fin d'année. Plus de 89% des 12 ans et plus ont reçu le schéma vaccinal complet, soit plus de 79% de la population totale. Depuis fin octobre, la 3e dose est mise en place pour les plus de 75 ans et sera élargie aux personnes de plus de 60 ans dans les prochaines semaines. Tranche de population la plus touchée, les moins de 11 ans qui ne peuvent pas se vacciner. C'est dans le nord du pays que le taux d'incidence est le plus élevé, notamment la Navarre qui inquiète, plus de 300 cas pour 100 000 habitants. Le président du gouvernement, Pedro Sanchez, l'a redit hier, la stratégie en Espagne, eh bien, c'est le masque et le vaccin, pas de restrictions comme en Autriche ou en Allemagne, mais la politique de santé reste une affaire des régions. Ainsi, la Galice, par exemple, demande le pass vaccinal pour entrer dans les lieux nocturnes, alors que Madrid ne l'exige pas et ne prévoit pas de revoir sa copie. Le Pays Basque, par exemple, lui réfléchit à imposer ce pass dans l'hôtellerie et les lieux nocturnes dans les prochains jours.
Merci Pierre Chaperon pour ces précisions sur la situation en Espagne. De notre côté des Pyrénées, en France, c'est le retour des gestes barrières dans certains départements. Le masque en extérieur est à nouveau imposé dans ces départements que vous voyez sur cette carte. Illustration dans l'Orne où le taux d'incidence dépasse les 130. Guillaume Marquis et Paul Biloquet. Dans les rues des communes de l'Orne, la nouveauté, c'est le retour du masque partout à l'extérieur. On ne sait même plus s'il faut le porter ou pas, mais moi je préfère le porter. Je ne suis pas libre d'apporter la maladie à mon voisin. Dans ce contexte bien particulier, on doit faire front commun. La mesure est pourtant parfois incomprise, jugée peu utile dans la rue. Mais pour la préfecture, c'est une mesure intermédiaire, seul moyen de sauver les fêtes de fin d'année. Le fait que ce soit obligatoire sur les marchés, les brocantes, autour des écoles, autour des gares, c'est une mesure intermédiaire qui permettra de passer les festivités de Noël dans des bonnes conditions. Car le taux d'incidence augmente et pas seulement en Normandie. Dans cette pharmacie de Savoie, la demande de tests est repartie à la hausse. On voit très nettement qu'il y a une montée en charge des demandes de tests, que ce soit par cas contact ou pour vérifier. Il faut rester vigilant sur les gestes barrières, c'est fondamental. En France, 23 départements ont d'ores et déjà remis en place le port du masque à l'extérieur. Gérald Darmanin s'exprime dans Le Parisien ce dimanche. On ne m'arrête pas dans la rue pour me parler immigration ou sécurité, dit-il. Et le ministre de l'Intérieur charge son ancienne famille de la droite. Il dit que les Républicains, je cite, ne sont plus un parti de gouvernement. Celui qui peut le plus inspirer l'électorat de droite, c'est Emmanuel Macron, indique Gérald Darmanin. Et pendant ce temps, chez les Républicains, Éric Ciotti, lui, tente d'engranger des points ce dimanche. Le candidat à l'investiture des Républicains était en meeting à Mandelieu-la-Napoule dans les Alpes-Maritimes. Dans l'actualité également de ce dimanche, alors que le monde du tennis demande des nouvelles de Peng Shuai depuis plusieurs jours, la joueuse au cœur d'une controverse après avoir accusé de viol un haut dignitaire chinois a été vue ce dimanche en public à Pékin lors d'un tournoi de tennis junior. Sujet du service des sports de BFM TV RMC Sport. Ce sont les dernières images d'elle, mais impossible de les authentifier. Cette vidéo de Peng Shuai, postée sur le compte d'un média affilié à l'État chinois, est présentée comme la première apparition publique de la joueuse depuis plusieurs semaines. Dans cet autre extrait, au restaurant, deux personnes qui l'entourent discutent. Demain, c'est le 20 novembre. C'est le 21. Au total, 3 vidéos et 4 clichés postés en moins de 24 heures, mais impossible de vérifier leur date ou de s'assurer que Peng Shuai est bien libre et en sécurité. La joueuse de tennis chinoise n'a plus donné signe de vie depuis des accusations de viol contre un haut cadre du Parti communiste. Dans la foulée, plusieurs personnalités du tennis ainsi que l'ONU avaient demandé des preuves de vie de Peng Shuai. Selon l'association des joueuses de tennis, ces vidéos sont encore insuffisantes pour prouver la bonne santé de la sportive. Le rugby à présent avec cet exploit du 15 de France hier soir. Certains y ont encore laissé la voix. Hein. Je ne te vise pas, Benjamin. Oui. Devant près de 80 000, l'un des 80 000 spectateurs qui étaient présents hier dans cette arène du Stade de France. L'équipe de France qui a battu la Nouvelle-Zélande hier. Un exploit retentissant en inscrivant 4 essais aux Blacks qui placent les Bleus parmi les prétendants désormais à la victoire pour la Coupe du Monde de 2023 qui se déroulera d'ailleurs en France. Maxime Montiou. Des sourires, des larmes de joie, beaucoup de fierté et surtout l'envie de profiter le plus longtemps possible d'un exploit qui marque une carrière. Le 15 de France a battu la Nouvelle-Zélande, une première depuis 2009, pour le plus grand bonheur d'Antoine Dupont, capitaine des Bleus. Un scénario incroyable, un adversaire incroyable, donc voilà, toutes les conditions étaient réunies ce soir pour avoir une victoire qui restera gravée dans nos mémoires, c'est sûr. Une victoire 40-25, la plus large infligée aux Blacks par les Bleus grâce à 4 essais signés Ntamak, Penaud et un doublé de Movaka. Un souvenir à vie pour les joueurs, mais également pour les 80 000 supporters survoltés d'un Stade de France incandescent hier soir. Moi, c'est la première fois que je voyais les Blacks au Stade de France, donc déjà c'était trop bien. Et puis l'ambiance dans le stade... C'est mon premier match de rugby que je vais voir dans un stade. Dans les tribunes, on faisait que de chanter, c'était trop bien. Et en plus, on a gagné 40-25. Super, j'adore cette journée. Loin d'être anodin, ce succès sur les All Blacks confirme tout le potentiel d'une génération dorée à 2 ans d'une Coupe du Monde à domicile que les Bleus de Fabien Galtier rêvent de remporter. Candidat au titre mondial, c'est notre façon de vivre, notre ambition. 2023, c'est à nous. C'est à nous, celle-là. On va la voir. On y croit, on y croit.
On a confiance en eux. Battre les All Blacks, c'est donc possible. Un exploit à rééditer au Stade de France le 8 septembre 2023 lors du match d'ouverture du Mondial. Ah, ça fait plaisir, c'est scène de joie. Ah ouais, franchement, belle soirée. Bravo à cette équipe de France. On parle tout autre chose à présent. Le retour du froid qui est attendu la semaine prochaine sur le pays, ce qui nous amène à parler de chauffage. Alors qu'il y a, vous le savez, cette hausse des prix des énergies, gaz, fuel, électricité. Alors pour faire des économies, vous êtes de plus en plus nombreux à vous tourner vers le bois comme énergie chauffante, au point que certains fournisseurs ont parfois du mal à suivre la cadence des commandes. Reportage de Maëva Lamy et Kevin Drouan. Journée livraison chez Didier. Dans son pavillon, il réceptionne un stock de bois, indispensable pour se chauffer cet hiver. On arrive facilement à avoir 25-26 degrés dans la maison. Et ça apporte un confort en hiver qui est vraiment inégalable. En tout, il a commandé 10 terres, soit 10 mètres cubes pour se chauffer toute la saison. Une option selon lui plus efficace, mais aussi plus économique. Il m'a dit 76 € le ster, il y a 10 sters. Donc c'est 760 €. Si je prends les 1000 litres de fuel, oui, c'est au moins 1000 €. Comme lui, de nombreux foyers optent pour ce mode de chauffage. Gérard Vogel, gérant de Vogel Bois, a vu ses livraisons augmenter de 25% cette année. Son stock diminue rapidement. C'est le hall de stockage, de réserve qu'on a pour tous les ans pour le fin de l'hiver. Donc c'est un hall que d'habitude on commence à vider fin janvier et qu'on a entamé l'année-ci fin octobre. Pour faire face à la demande, il va devoir plafonner le nombre de bûches par client. Il faudra qu'on adapte les livraisons avec moins de volume. Au lieu d'avoir des clients de 10 terres, on va les réduire à 5 provisoirement pour finir l'hiver. Cette année, le prix du bois est resté stable, mais si la demande était aussi forte l'an prochain, l'entreprise pourrait augmenter légèrement ses tarifs. Restez avec nous sur BFM TV. Dans le prochain journal, nous reparlerons de la situation toujours préoccupante en Guadeloupe. Face aux violences et aux émeutes, le GIGN et le RAID sont attendus ce dimanche en renfort. Tous les week-ends, les sorties ciné incontournables. C'est ça, c'est écrit dessus. Les secrets des tournages, les nouveautés musicales, toute la culture. Stop! C'est dans Culturez-vous, chaque week-end sur BFM TV. Je touche du bois pour que ce programme vous plaise. Avec Gauthier, fabricant français de meubles contemporains. Scandale, le parfum féminin de Jean-Paul Gaultier. Et découvrez Scandale pour hommes, le nouveau parfum masculin. 15 millions. C'est le nombre de Français qui est un proche. 15 millions qui doivent organiser leur vie en conséquence. 15 millions qui n'ont pas le droit d'être absents. 15 millions pour qui la caisse d'épargne a décidé d'être encore plus utile. En proposant de l'aide à domicile pour vous remplacer en cas de soucis de santé. Caisse d'épargne, vous être utile. Le monde évolue, comme nos habitudes. Et si vous produisiez votre propre énergie avec Énergie Conseil, installateur de panneaux solaires? Renault Zoé 100% électrique, jusqu'à 395 km d'autonomie pour aller partout où la vie vous mène. Renault Zoé Tech 100% électrique prêt à partir, avec bonus écologique jusqu'à 6 000 €, plus aide à la reprise jusqu'à 5 000 €, prise et installation offerte. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm.
que jamais, c'est la saison des retrouvailles. Célébrons-la avec Orange. Orange. Bien plus qu'une veste. C'est un défi. Une victoire. Une évolution. Des records battus. Et des limites redéfinies. C'est une vocation. C'est partout. Et pour toujours. Bien plus qu'une veste. Les bonnes économies d'énergie se font en isolant votre maison par l'extérieur. En ce moment, bénéficiez d'aides de l'État. Inscription sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites isolation. Nouvelle Dacia Spring 100% électrique à partir de 89 € par mois est disponible dans le réseau Dacia. Et profitez du pack intégral pour 1 € de plus par jour. C'est vraiment facile de vendre sa voiture avec vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. La vente est rapide et sans prise de tête. J'ai reçu un très bon prix. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Montblanc Explorer est le nouveau parfum Explorer Ultra Blue. Direct Assurance, bonjour. Mais vous trouvez ça normal de nous faire économiser 240 €? Mais c'est scandaleux, monsieur. Non, on va rester chez vous. C'est clair? Là, ils ont compris. Le seul risque avec une assurance qui vous fait économiser 240 €, c'est que vous l'aimiez. 1307 articles sur les véhicules électriques. 25 minutes à comparer leur autonomie et un train manqué. 110 503 discussions sur les technologies électriques. Quand tout à coup... une étincelle. Passez à l'électrique avec la Peugeot i208. Pendant le Black Friday Peugeot, profitez d'offres exceptionnelles sur plus de 8000 véhicules disponibles immédiatement. Au Crédit Agricole, on sait qui fait tourner l'économie. C'est vous. Et aujourd'hui, vous pouvez compter sur nous pour vous aider à développer celle de demain. Votre météo avec Novotel. Prenez le temps de vous évader et profitez pleinement de nos hôtels. Changement de temps ce dimanche avec déjà une France bien encombrée et puis ces premières précipitations qui sont arrivées par les côtes de la Manche et qui poursuivent leur route tout au long de cette journée. Des précipitations donc le plus souvent qui restent faibles. On a également quelques précipitations sur le sud-ouest ainsi que sur le pourtour méditerranéen. D'une manière générale, les nuages sont nombreux et ils vont le rester pour cette journée de lundi, en tout cas sur une très large moitié sud. Des nuages, quelques pluies faibles, un petit peu plus marquées peut-être sur la côte aquitaine. Un
pourtour méditerranéen assez encombré à l'exception des Bouches-du-Rhône, de la neige de retour sur les reliefs à assez basse altitude. Et puis ensuite au nord, eh bien, on sera sous la protection de l'anticyclone britannique. Résultat, davantage d'éclaircies, mais on aura quand même ce vent sensible qui va rafraîchir l'atmosphère, d'autant que les températures seront assez basses. Dans le courant de l'après-midi, les éclaircies se maintiennent au nord, encore quelques averses près de la Manche. Et puis au sud, on conserve cette masse nuageuse non importante avec de la neige encore sur les reliefs. Retour de belles éclaircies en revanche sur le pourtour méditerranéen. Ce sera un peu plus encombré sur la Corse. Les températures rapidement. Pour demain matin, des valeurs qui seront en baisse au nord comprises entre 2 et 10 degrés 4 à Paris. Et dans l'après-midi, des valeurs stationnaires. Il fera 8 à Paris, encore 18 en Corse. C'était votre météo avec Novotel. Réservez votre séjour en toute sérénité et évadez-vous dans nos hôtels. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez, 14h30 sur BFM TV. À la une de l'actualité, voitures et logements incendiés, magasins pillés, vols d'armes, forces de l'ordre prises à partie. La situation s'embrase en Guadeloupe où des violentes émeutes ont eu lieu la nuit dernière contre le pass sanitaire et la vaccination obligatoire de certains professionnels. GIGN et RAID sont appelés en renfort. Seuls 33% des Guadeloupéens sont vaccinés. Pourquoi cette résistance au vaccin? Comment expliquer une telle réticence, voire une défiance? Nous en parlerons dans ce journal. Le Covid-19, lui, poursuit sa progression en Europe avec une situation particulièrement critique au nord, mais certains pays du sud commencent eux aussi à connaître une reprise de l'épidémie. C'est le cas au Portugal, en Espagne ou encore en Italie. Des restrictions sont-elles à prévoir? On en parle dans un instant avec Élie Lafin. Et puis c'est la plus ancienne vente aux enchères caritatives au monde. La vente des vins des Hospices de Beaune a lieu aujourd'hui, un événement toujours très attendu. Nous vous emmènerons dans les coulisses et nous vous ferons vivre ce moment et cette vente dans un instant. 16 interpellations et 5 gardes à vue hier à la suite de violentes émeutes en Guadeloupe. Incendie, forces de l'ordre visées, les violences vont crescendo malgré le couvre-feu imposé depuis 2 jours. Conséquence, le gouvernement envoie une 50aine de membres du GIGN et du RAID, en plus des 200 policiers et gendarmes déjà déployés en renfort. Retour en images sur cette journée de chaos avec Chloé Barbeau. En Guadeloupe, cette nuit encore, de la casse, des violences. Les locaux de la police municipale du Gosier ont été vandalisés. Plus tôt sur cette route à Pointe-à-Pitre, un blocage et des tirs de feu. Les émeutiers se révoltent contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants. La nuit, des immeubles sont incendiés, dont celui de Luigi. Les pompiers n'intervenant pas, il a dû se résoudre à sauter. J'habite quand même au 3e étage et les flammes étaient déjà au 3e étage. La sortie de chez moi était condamnée, donc la seule issue c'était sauter du 3e étage avec mon chien et ma compagne qui étaient avec moi dans l'appartement. Pour tenter de rétablir l'ordre, le ministre de l'Intérieur a annoncé hier l'envoi d'une 50aine de membres du GIGN et du RAID. Ils rejoindront sur l'île les 200 policiers et gendarmes déjà venus renforcer les rangs. Plus on est nombreux, mieux c'est pour circonscrire tous les problèmes qu'il peut y avoir, surtout sur une île comme ça où on a plusieurs points de crispation et donc il faut des effectifs en conséquence. Dans l'espoir de trouver des solutions et apaiser les tensions en Guadeloupe, une réunion est prévue lundi soir. Elle réunira plusieurs ministres et les parlementaires guadeloupéens. Et une réunion aura lieu d'ailleurs ce lundi à 18h à Matignon en présence de Jean Castex, d'élus ou encore de ministres concernés pour essayer de maîtriser cette situation. Le gouvernement qui a d'ailleurs décidé l'envoi d'une 50aine de membres du GIGN et du RAID en renfort. Cela porte donc à un total de 2250 forces de l'ordre mobilisables sur place par le préfet. Déployer des membres de telles forces d'élite n'est pas une décision anodine. Les précisions de Dominique Rizet, consultant police-justice de BFM TV. Ce n'est pas un acte anodin, un geste anodin de dépêcher sur place des spécialistes comme les militaires du GIGN ou les fonctionnaires du RAID. Pourquoi ? Bien parce que on l'a un peu entendu dans ce que vient de dire ce pompier, une armurerie pillée, 200 armes, je crois que c'est 200 armes, c'est bien ce qu'on a entendu, qui ont disparu. Eh bien, ça veut dire des hommes armés sur le terrain, susceptibles d'utiliser ces armes, qui ont pris les armes et les munitions qui vont avec. Donc on ne peut pas demander à des forces de l'ordre classiques qui font du maintien de l'ordre, que ce soit des compagnies républicaines de sécurité, que ce soit des groupements, des escadrons de gendarmerie mobile. On leur demande de protéger les personnes et les infrastructures, mais on ne leur demande pas à eux d'aller chercher des
personnes armées. Ça veut dire que le RAID et le GIGN vont être confrontés à ces personnes, vont devoir aller chercher peut-être chez eux au petit matin, parce que ces personnes ont commis des délits, des destructions, des pillages d'une bijouterie, d'une armerie. Il va falloir, s'ils sont identifiés, aller les chercher à 6 heures du matin. Et à 6 heures du matin, on ne peut pas envoyer le commissariat de police local, ou en tout cas des fonctionnaires du commissariat de police local, les mettre en danger pour aller chercher des hommes armés. Eh bien, on en verra. Le RAID et le GIGN, c'est leur rôle sur place. Comme il y a des émeutes la nuit et des tirs, donc de coups de feu sur les forces de l'ordre, il y aura peut-être des positionnements de gendarmes ou de policiers du GIGN ou du RAID sur des points hauts avec des tireurs spécialisés, des tireurs de précision pour neutraliser quelqu'un dans la foule qui tirerait sur les gens avec une arme. Voilà. Les interpellations matinales sur décision de justice. Voilà pourquoi est dépêché sur place cette force spéciale, on va dire en tout cas, de militaires et de policiers. Nous sommes en direct avec Philippe Amouyel. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur en santé publique au CHU de Lille. À l'origine, on le rappelle, donc, de ces émeutes, un refus des restrictions sanitaires. Seuls 33% des Guadeloupéens sont aujourd'hui vaccinés. Comment est-ce qu'on peut expliquer une telle réticence, voire une telle défiance ? Alors, je n'ai pas d'explication simple et claire. Je crois que quand on est face à un tel recul de la vaccination, il faut essayer d'en chercher les causes. Je pense qu'un certain nombre de personnes insulaires sont peut-être plus inquiètes, doutent plus du rôle que pourrait avoir le gouvernement. Il existe également énormément de fausses nouvelles qui circulent en permanence, des légendes urbaines concernant l'utilisation des vaccins contre lesquels il faut lutter. Et enfin, je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu finalement par rapport aux personnes locales tant de soutien et de tentatives de convaincre les gens d'aller se faire vacciner. Et ça a une conséquence absolument désastreuse. On l'a déjà vu cet été avec le pic de contamination qui s'est associé à une crise sanitaire extrêmement importante et qui, avec la reprise épidémique, risque de se renouveler avec une échéance qui sera forcément, puisque les gens ne se vaccinent pas, une population massivement infectée par le virus, avec les pertes en santé humaine que cela va entraîner. Alors il y a aussi une question qui pourrait peut-être expliquer un certain sentiment de défiance, parce que paradoxalement, donc, il y a peu de personnes vaccinées en Guadeloupe, mais le taux d'incidence y est faible, beaucoup plus faible qu'en métropole, 53 cas pour 100 000 habitants, alors qu'on a dépassé les 100, les 120, les 130 en métropole. Comment est-ce qu'on explique ce différentiel ? Là, ils sont en sortie de crise. Ils sont pas dans la même phase que nous sommes dans laquelle nous sommes actuellement. Donc, ils sont en sortie de crise. Il y a eu un effet des précédentes mesures. Le risque, c'est de voir ce qui se passe actuellement en Europe, décalé dans le temps, avec une remontée. Donc, profitons de cette accalmie pour essayer de vacciner un maximum de personnes et éviter d'avoir une 5e vague, y compris en Guadeloupe ou en Martinique. D'un mot, Philippe Amouyel, qu'est-ce que vous diriez à tous ces réticents qui ne veulent pas se faire vacciner encore en Guadeloupe et de façon générale aussi en métropole? Alors vous savez, c'est très difficile. J'ai moi-même des internes qui viennent de ces pays, avec qui on discute, de ces départements, qui discutent, avec qui on peut discuter. C'est extrêmement difficile parce qu'il existe vraiment des a priori forts par rapport à des liens relationnels avec la métropole. Je crois que c'est toujours la même chose. Essayez surtout d'avoir des voix locales. Si c'est moi qui m'exprime, j'aurai aucun écho. Mais si c'est quelqu'un localement qui est convaincu, quelqu'un qui malheureusement a subi lui-même le Covid et en a souffert, c'est ces personnes-là qui convaincront le mieux les gens localement et probablement et certainement pas des gens qui viennent de métropole uniquement. Merci Philippe Amouyel pour ces précisions et puis sur ces avis également. Je rappelle que vous êtes professeur en santé publique au CHU de Lille. À l'aéroport de Pointe-à-Pitre, c'est l'incompréhension totale. Vous allez voir, de nombreux voyageurs en partance pour la métropole sont bloqués dans l'aérogare depuis hier après-midi, sans savoir vraiment pourquoi, sans possibilité non plus de rejoindre des hôtels à cause des émeutes. Ils ont donc dû passer la nuit dans des conditions précaires. L'un d'entre eux témoigne à notre micro. On a embarqué à 17h50. Ils nous ont un petit peu laissé poireauter 1 heure avant de nous dire que l'avion avait vraiment un problème, qu'il était grave de nous résoudre. Et donc 2 heures après, ils nous ont fait sortir de l'avion. Et donc depuis ce moment-là, ils ont cherché en fait à nous faire partir dans des logements, enfin dans hôtel. On s'est tous dirigés en fait au niveau des bus. Donc il y avait les familles en priorité. Et au bout d'1 heure, ils nous ont annoncé qu'au final, alors je pense que c'est qu'il y a un couvre-feu qui est en Guadeloupe. De ce fait, du coup, on ne pouvait plus se déplacer.
On n'avait pas de véhicules de police qui pouvaient nous escorter sur des hôtels. Et là, actuellement, il y a sur des lits de camp, on n'a pas d'eau, on n'a pas de couverture, on n'a pas de coussin, et surtout qu'on n'a aucune annonce qui a été faite. Je pense que c'est un peu près pour la même chose pour tout le monde. On doit juste endurer ce moment, quoi. Et les familles, et les enfants, je ne suis pas dans ce cas-là, mais je pense que ça va être compliqué pour eux. Des manifestations également anti-restrictions en Europe. Demain, l'Autriche reconfine toute sa population, vaccinée ou non. Et le 1er février, la vaccination sera rendue obligatoire. Antoine Forestier, vous êtes notre envoyé spécial à Vienne. Hier, des milliers de manifestants ont battu le pavé pour faire entendre leur désaccord avec le gouvernement, Antoine. Oui, une manifestation à l'appel du parti FPO, troisième force politique ici en Autriche, un parti d'extrême droite. Nous avons pu discuter avec le secrétaire général de ce parti politique hier qui se disait satisfait de cette mobilisation. Près de 100 000 personnes selon lui. La police autrichienne, elle, a compté 35 000 manifestants dans la foule. On a pu discuter avec certains de ces manifestants. Il y avait des non-vaccinés qui ne veulent absolument pas se faire vacciner contre le Covid. Certains avaient 2 doses de vaccin mais refusent de faire une 3e voire une 4e dose. Et puis d'autres qui nous ont tenu des propos complotistes en nous parlant de nanoparticules, de mensonges d'État ou encore de remèdes miracles. Selon un des organisateurs, ce n'était pas une manif anti-vaccin, mais une manif pour la liberté de choisir. Ce qui se passe ici en Autriche, c'est qu'en fait, on ne pourra plus choisir à partir du mois de février. La vaccination va devenir obligatoire. Alors, lorsqu'on demandait à ces manifestants ce qu'ils pensaient de cette mesure et comment ils allaient faire s'ils ne voulaient pas se faire vacciner, eh bien, ils nous avons dit qu'ils allaient lutter pour que le chancelier revienne sur cette décision. 8,9 millions d'habitants au total en Autriche. 2 millions d'entre eux ne sont pas du tout vaccinés. Antoine, comment les Autrichiens se préparent maintenant, puisque demain, il y aura le confinement général qui va être mis en place ? Eh bien, vous le voyez, les rues de la capitale de Vienne sont bien animées ici encore cet après-midi. Il y a ceux qui profitent des boutiques qui sont encore ouvertes et qui seront demain jugées non essentielles et qui vont devoir fermer. Des restaurants qui sont encore ouverts alors que demain, ce sera uniquement de la vente à emporter. Et puis, il y a également les marchés traditionnels de Noël qui sont très prisés actuellement. Ils vont fermer pendant une vingtaine de jours et donc les habitants ici profitent pour faire leurs achats de Noël. Et lorsqu'on discute avec ceux qui sont dans ce marché de Noël, par exemple, qui sont vaccinés parce que c'est une obligation, et qu'on leur parle de ce confinement, la plupart approuvent ces mesures qui ont été prises par le chancelier. Ils s'attendaient à ce qu'elles soient prises. Le taux d'incidence dépasse les 1000 et donc c'est pour ça que ça ne les a pas surpris une fois que cette décision a été prise. Demain, que va-t-il se passer ? Eh bien, ils pourront aller travailler, les habitants. Ils pourront également aller à l'école, même s'il est recommandé que les enfants soient gardés à la maison. Ils pourront prendre l'air et faire du sport sans avoir besoin d'attestation. Un confinement qui a été décidé pour 20 jours, mais le gouvernement a dit qu'il ferait un point d'étape au bout de 10 jours. Si jamais les chiffres de l'épidémie ont baissé, eh bien, il pourrait revoir sa copie plus vite que prévu. Merci beaucoup Antoine Forestier à Vienne pour BFM TV avec Amine Mohamed. On a beaucoup parlé de la reprise de l'épidémie en Europe du Nord. Avec vous, Kelly Lafin, on va faire un point sur les pays du Sud à présent. Sont-ils rattrapés eux aussi par la vague ? Alors oui, les chiffres remontent. Alors pour l'instant, ils restent bas. Ce n'est qu'une toute petite remontée. Mais la crainte, c'est que ça devienne une véritable vague. Car depuis environ une semaine, les contaminations sont en très forte hausse. Plus 25% en Italie, en Espagne et au Portugal. La hausse dépasse même les 50%. Ces pays ont pourtant tous les trois un très bon taux de vaccination, plus de 75%. Mais on sait que la vaccination n'empêche pas les contaminations. Et puis les températures hivernales, ça y est, elles arrivent dans les pays du Sud. Et les restrictions, tout comme les gestes barrières se sont amoindris. Alors justement, ces pays, est-ce qu'ils envisagent de durcir leurs mesures sanitaires ? Oui, en Espagne, le pass sanitaire pourrait s'étendre. Alors, on voit que le taux d'incidence de certaines régions autonomes augmente plus qu'ailleurs. Elles sont indépendantes en matière de santé publique. Donc, celles comme la Catalogne et la Galice qui l'ont déjà mis en place pourraient étendre ce pass sanitaire. Et puis, d'autres envisagent de l'adopter. C'est notamment le cas de l'Andalousie, de Valence et de la Navarre. En Italie, le ministre de la Santé a annoncé vendredi que la campagne de rappel de vaccination pour les plus de 40 ans allait être avancée à ce lundi, 22 novembre. Certaines régions voient leur taux d'incidence et leur nombre de malades en soins intensifs augmenter dangereusement. Il s'agit du Frioul Vénétie Julienne, de la Vénétie et de la province autonome de Bolzano. Ces régions à risque pourraient repasser en zone jaune dans les prochains jours, ce qui voudrait dire de nouvelles restrictions, notamment l'obligation du masque en extérieur, la limite de 4 convives au restaurant et la fermeture des discothèques. Enfin, le Portugal envisage aussi de nouvelles restrictions avant l'arrivée des fêtes de fin d'année, notamment le retour du port du masque à l'extérieur. Plus tard on agira, plus il
il y aura de risques, a déclaré mardi le Premier ministre. Merci beaucoup Kelly. On en vient à présent à l'actualité politique. L'AREM est la voie raisonnable et républicaine entre une certaine gauche et les Républicains. À travers les mots du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin dans les colonnes du journal du dimanche, le parti présidentiel semble draguer l'électorat de droite à 5 mois du scrutin. Hilal El Aflei. Un ministre de l'Intérieur en opération séduction. Dans un entretien accordé au journal Le Parisien, Gérald Darmanin s'adresse aux électeurs de droite et désigne le meilleur candidat possible à quelques mois de l'élection présidentielle. Celui qui peut inspirer l'électorat de droite, c'est Emmanuel Macron. Avant de tirer à boulet rouge sur les Républicains. Je constate d'ailleurs qu'une grande partie d'électeurs de droite et du centre ne pensent plus comme les LR, qui ne sont plus un parti de gouvernement, tant ils sont partis à l'extrême. Accusé par la droite de laxisme sur l'immigration, Gérald Darmanin dénonce les dérives du parti. Nous avons pris une voie raisonnable et républicaine entre l'hyper-naïveté d'une certaine gauche et l'obsession immigrationniste de LR qui singe Éric Zemmour ou Marine Le Pen en parlant scandaleusement de grands remplacements. Le ministre de l'Intérieur ne reconnaît plus son ancienne famille politique et raille les prises de position des candidats au congrès de la droite. Il n'y a pas le Jacques Chirac ou le Nicolas Sarkozy de mon adolescence politique. Ils calent leurs pas non pas sur ceux de leur père, mais sur les pas de la droite extrême. C'est le contraire du gaullisme, c'est le contraire de la droite républicaine. Gérald Darmanin jure fidélité à Emmanuel Macron qu'il soutiendra lors de la prochaine élection présidentielle et annonce qu'il ne participera à aucun autre gouvernement que celui du président de la République. Allez, des images qui font plaisir à voir, à revoir ces scènes de liesse, notamment dans les vestiaires du 15 de France. C'était hier soir l'équipe de France de rugby qui a écrasé les All Blacks de Nouvelle-Zélande 40-25. Un exploit dans un stade de France plein à craquer. Les Français qui n'avaient pas vaincu les Blacks depuis 12 ans. Et Jean-François Patureau, journaliste RMC Sport, est avec nous. On a encore du mal à réaliser la portée, l'ampleur de cette victoire, de ce succès des Bleus qui effectivement n'avaient jamais battu les Blacks par un tel écart. Non, c'est incroyable quand vous dites qu'on a écraser la Nouvelle-Zélande, ça paraît irréel. Ouais. C'est complètement fou. Pas vraiment hier encore. C'est fou, on restait sur 14 défaites consécutives. La dernière victoire, c'était en 2009 à Dunedin, on en parlait ici même. Dernière victoire française sur le sol français, c'était en 2000. Et hier, 40 points marqués contre ces Néo-Zélandais. C'est seulement la 3e fois de l'histoire. Plus large victoire, 15 points d'écart. La dernière plus grosse victoire, c'était en 94, 14 points. Et hier, on s'est régalé. On a vu des Français avec plein de culot, plein d'audace, à l'image de cette relance complètement folle de Romain Ntamak après l'heure de jeu. C'est ça le French Flair. C'est pas mort encore. Vous voyez qu'on peut encore se régaler. Et on a vu 4 essais marqués par Movaka autour d'un doublé. Ntamak, Penaud, ces Français ont montré du courage parce que lorsqu'en deuxième mi-temps, on s'est dit que les Néo-Zélandais revenaient, qu'ils allaient imposer vraiment leur rythme. Les hommes de Fabien Galtier n'ont pas craqué. Ils ont repris la main sur ce match pour s'imposer largement et fêter ça. Il y avait d'abord le Premier ministre Jean Castex qui était dans les vestiaires. Après, ils ont fait une petite sauterie entre eux, loin des caméras, dans le 13e arrondissement, en présence notamment de Jean Dujardin. La nuit était courte. Il faut dire que l'exploit est historique pour cette équipe de France. Et le prochain rendez-vous, ce sera le tournoi Destination, tout simplement début février contre l'Italie. On a hâte d'y être et hâte d'être à la Coupe du Monde en 2023. Ah oui, avec cette même affiche en ouverture de la Coupe du Monde. On espère avec les mêmes résultats aussi. On espère les mêmes résultats. Et on espère que tu retrouveras ta voix. Oui, j'espère. C'est 2 ans quand même. Ouais, ça marche. Tout autre chose, c'est le rendez-vous annuel des professionnels du vin de prestige. Négociants, importateurs, acheteurs du monde entier sont réunis aujourd'hui encore pour les ventes aux enchères caritatives des Hospices de Beaune. La vente est organisée cette année par la maison Sotheby's. Nicolas Coadou, vous êtes notre envoyé spécial à Beaune. La vente a commencé. On n'exerce pas cette faculté. Absolument, elle s'apprête à commencer. C'est pour ça que je ne vais pas parler trop fort, mais vous pouvez le voir sur ces images d'Alizé-Boissin. La salle est comble et les acheteurs s'apprêtent à faire les premières mises à prix. La vente aux enchères des Hospices de Beaune, c'est la plus ancienne vente aux enchères caritatives du monde. Elle est organisée depuis 1774. Tout de même, donc autant vous dire qu'en Bourgogne, c'est une véritable institution. Cette année, 349 lots à vendre, principalement des fûts de vin. C'est assez peu, environ 2 fois moins que l'année dernière, car la récolte n'a pas été florissante cette année. Tout de suite, j'ai rejoint Cécile Bernard. Bonjour Cécile, c'est vous qui êtes en charge des ventes. Alors racontez-nous, c'est quoi la pièce maîtresse aujourd'hui? Alors la pièce maîtresse va venir aux enchères dans un peu plus d'1 heure. Il s'agit du numéro 115 et c'est une pièce de grand cru, un Corton Renard, qui a été très généreusement choisi par le domaine des Hospices de Beaune pour que les produits de son adjudication aillent à 2 associations, l'association Solidarité Femmes
et l'association Institut Curie qui combat le cancer du sein. Les parrains et marraines de ces associations sont avec nous aujourd'hui. Il s'agit de Jeanne Balibar et de Pio Marmaille et on compte sur leur énergie et leur dynamisme. On a répété un peu avec eux pour faire monter les enchères et obtenir le meilleur prix. Alors justement, si on parle un peu argent, on espère en tirer combien? Alors écoutez, tout dépendra de la générosité de nos amateurs aujourd'hui, mais on estime la pièce autour de 200 à 400 000 euros. Et puis tout est possible, on est très optimiste. La qualité des vins des Hospices de Beaune cette année est exceptionnelle. Vous savez que la quantité est plus restreinte puisque nous avons eu évidemment des difficultés météo, mais la qualité est là, alors on espère que tout se passera bien. On espère que les enchères vont monter alors, parce que je vous le rappelle, tous les bénéfices de la vente seront reversés à des œuvres caritatives. Merci beaucoup Nicolas Coadou, donc au cœur de ces Hospices de Beaune cet après-midi pour BFM TV avec Alizé Boissin. Restez avec nous. Dans notre prochain journal, nous reviendrons sur le chaos qui règne en Guadeloupe après ces violences contre les restrictions sanitaires. Certains habitants ont perdu leur logement dans les incendies. Le gouvernement a appelé le GIGN et le RAID en renfort. A tout de suite. Votre météo avec Novotel. Prenez le temps de vous évader et profitez pleinement de nos hôtels. Et cette nouvelle semaine s'annonce assez froide et même assez agitée, on va le voir, surtout sur les régions du sud. On a au nord une protection, la protection de l'anticyclone britannique qui va nous apporter dès le lever du jour de belles éclaircies quand même sur ce quart nord-ouest. Alors une poche de temps un petit peu plus nuageux là s'étendra de l'Île-de-France en remontant sur les Ardennes, ce sera temporaire. En revanche, le vent sera sensible, vent de nord-est qui va avoir tendance à rafraîchir l'atmosphère. Quelques précipitations sont attendues près de la Manche. Et puis sur les régions du sud, donc on est sous la grisaille, sous les pluies, des pluies plus marquées sur la côte aquitaine et de la neige en moyenne montagne sur les reliefs. Le pourtour méditerranéen sera assez encombré. On aura cette poche de ciel un petit peu plus lumineuse sur les Bouches-du-Rhône avec un vent qui sera sensible. Dans le courant de l'après-midi, les éclaircies se maintiennent. Au nord, le vent aussi. Encore quelques averses sur la pointe bretonne notamment. Puis ailleurs, toujours cette grisaille sur une bonne moitié sud avec de la neige. Donc sur les reliefs, là aussi à assez basse altitude. Le pourtour méditerranéen qui retrouve un temps plus ensoleillé. Mais ça restera quand même assez nuageux sur la Corse. Vos températures, donc c'est de l'air plus frais qui est arrivé. Les valeurs en matinée s'étendront de 2 à 10 degrés, 2 degrés à Reims, à Aurillac, il fera 3 à Lille, 4 à Paris, 5 à Bordeaux, à Lyon également 6 à Marseille et 10 pour Nice. Ça sera la valeur la plus élevée dans le courant de l'après-midi. Les températures seront stationnaires et comprises entre 5 et 18 degrés pour la Corse toujours, 8 degrés à Paris, 10 à Brest, 11 à Biarritz. Le reste de la semaine, donc mardi, les éclaircies au nord vont même avoir tendance à gagner du terrain sur la façade atlantique. Le vent de nord-est reste sensible, donc on aura un ciel dégagé la nuit, souvent résultat des températures qui vont baisser. On va souvent avoir quelques gelées sur les régions du nord notamment. Et puis au sud, ça reste plus agité, au pied des Pyrénées, de la neige donc. Et surtout, en liaison avec une dépression sur la Catalogne, on a des pluies assez soutenues qui vont se mettre en place sur le Languedoc-Roussillon et qui vont avoir tendance à prendre de l'ampleur sur la journée de mercredi. Et cette zone de pluie va même s'étendre à tout le sud-ouest en allant jusque sur les Bouches-du-Rhône. Au nord, on est toujours sous la protection anticyclone, donc ce sera plutôt agréable. Et ces précipitations soutenues de la veille vont se décaler un petit peu plus à l'est pour la journée de jeudi sur le pourtour méditerranéen et sur la Corse avec des températures, vous le voyez, qui auront bien baissé. C'était votre météo avec Novotel. Réservez votre séjour en toute sérénité et évadez-vous dans nos hôtels. Dimanche. Recherche, diagnostic, traitement, financement. La médecine est en mouvement. Les nouveautés en matière de santé dans Prenez soin de vous. Dimanche sur BFM TV. Retrouvez votre programme en toute sérénité avec Noreca, complément alimentaire dédié à votre bien-être mental. Eureka, j'ai Noreca. Nouvelle Dacia Spring 100% électrique à partir de 89 € par mois est disponible dans le réseau Dacia. Et profitez du pack intégral pour 1 € de plus par jour.
all day. I put in the work all day. Them man are doing this thing part time, now I'm doing this thing all day. I put in the work all day. I put in the work all day. Look, nah, I don't care what you think or say. I put in the work all day. I put in the work all day. 15 millions, c'est le nombre de Français qui est un proche. 15 millions qui doivent organiser leur vie en conséquence. 15 millions qui n'ont pas le droit d'être absents. 15 millions pour qui la Caisse d'épargne a décidé d'être encore plus utile, en proposant de l'aide à domicile pour vous remplacer en cas de soucis de santé. Caisse d'épargne, vous être utile. Luc de Christie. Découvrez son nouveau single My Heart and My Soul. Luc de Christie. Son nouveau single My Heart and My Soul. Disponible sur toutes les plateformes. Ne préparez pas Noël à moitié, préparez-le à moitié prix. Sur kiosquemac.com, bénéficiez de 50% de réduction sur des magazines pour toute la famille. Offrez un abonnement dès maintenant et choisissez la date d'envoi du premier numéro. Abonnez-vous sur kiosquemac.com. Comme dans la vraie vie, on ne peut pas revenir en arrière, mieux vaut prévoir. Prévoir pour protéger sa famille en cas de coup dur. Choisir Maïf, c'est choisir une assurance décès plus accessible. Maïf, assureur militant. Oh Valentina, mon amour, tu travailles si dur. Heureusement, il y a SumUp. Pour développer ton activité, satisfaire tes clients, gérer ton argent. Plus d'argent pour toi veut dire plus d'argent pour ce que tu aimes. Ah, comme un poisson dans l'eau. Achetez votre lecteur de carte SumUp chez Carrefour ou Boulanger. SumUp, reprenez la main. Les bonnes économies d'énergie se font en isolant votre maison par l'extérieur. En ce moment, bénéficiez d'aide de l'État. Inscription sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites isolation. 15 millions, c'est le nombre de Français qui est un proche. 15 millions qui doivent organiser leur vie en conséquence. 15 millions pour qui la Caisse d'épargne a décidé d'être encore plus utile, en proposant de l'aide à domicile pour vous remplacer en cas de soucis de santé. Caisse d'épargne, vous être utile. Vendezvotrevoiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez simplement les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente en ligne. Vraiment facile, rapide et sûr, je recommande sans hésiter. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Allez maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Allez, balle de match. Attends, comment ça, balle de match? C'est dehors de 2 mètres. C'est toi qui as retard de 2 mètres. T'es trop lent, faut décrocher la caravane. Ah non, il y a la marque, viens voir. J'ai fait 10 ans de compète, je sais reconnaître une trace de pied. 10 ans de compète? Ouais. Eh ben, ça m'a mis du temps à réaliser que t'étais nul. Ouais, ben maintenant, le nul, il a balle de match. Voilà. À Avignon, on n'est pas toujours d'accord. Mais il y a une chose qui ne se discute pas. C'est Leclerc le moins cher. Tout comme à Arly, Gouesnou et Clermont-Ferrand. Et chez vous, qui est le moins cher? Vérifiez sur l'appli qui est le moins cher. Leclerc. Le dernier aspirateur Dyson V15 Detect est le seul équipé d'un laser qui révèle les poussières invisibles. Les filaments en fibre de carbone capturent les particules microscopiques. L'aspiration s'adapte intelligemment au niveau de poussière grâce à un capteur qui analyse chaque particule et optimise l'autonomie de la batterie. Son moteur hyperdymium génère une puissance d'aspiration de 240 RW pour le nettoyage en profondeur le plus puissant. Achetez directement auprès de ceux qui l'ont fait. Découvrez les offres limitées sur Dyson.fr. Pendant le confinement, j'ai redécouvert mon quartier. J'ai vraiment apprécié le calme de cette circulation apaisée. Je suis vraiment content de voir que les vélos cargo s'intègrent parfaitement dans le paysage urbain d'aujourd'hui et de demain. On a démarré tout petit avec seulement 2 vélos. Depuis, on a grandi et on se développe aujourd'hui dans plusieurs centres-villes de France. À Colmar, Montpellier, Rouen, Strasbourg, Paris. Le développement durable, c'est une course de fond et je sens vraiment qu'on va dans la bonne direction.
Et Mercedes, emmène-moi rue Grande à Le Pin. Nouveau Citane, à partir de 175 € hors taxe par mois, entretien et complémentaire financier inclus. Merci d'être avec nous sur BFM TV à la une de l'actualité à 15h. Des routes barrées, des magasins pillés, des scènes d'émeutes et des immeubles incendiés en Guadeloupe. La situation chaotique a des conséquences terribles. Certains n'ont plus de logement. Témoignage dans ce journal. Face à la situation qui s'embrase, le gouvernement décide d'accroître les renforts. 50 membres du GIGN et du RAID sont envoyés, en plus des 200 policiers et gendarmes supplémentaires déjà mobilisés. Le point sur place dans un instant avec Anaïs Kroutz. Des scènes de violence observées également dans plusieurs pays européens contre les mesures sanitaires, aux Pays-Bas ou en Autriche notamment. L'Autriche qui sera confinée totalement à partir de demain pour une durée de 20 jours. Et nous reviendrons sur cette sortie du député et président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde. En interview ce matin, il a déclaré que si Charles Pasqua était là, Éric Zemmour prendrait une balle dans la tête. L'élu qui a rapidement présenté des excuses dans un message publié sur Twitter. Les détails dans ce journal avec Anne-Sora Dubois. La situation en Guadeloupe est absolument intolérable et inacceptable, a déclaré Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Ces violences, ces incendies et ces saccages ont eu des conséquences terribles. Certains ont perdu leur habitation. C'est le cas de cette habitante de Pointe-à-Pitre, totalement dévastée. Écoutez. Voilà, et puis je suis sortie et puis j'ai vu, voilà, ça a brûlé. Je vous assure, ça a duré 15 minutes, pas plus, 15 minutes. Entre le moment où le feu a pris dans la chambre et le moment où je suis arrivée dans la cour, toute la partie en bois avait déjà cramé. Et c'est sur 2 niveaux. Et c'est 100 ans d'une maison, c'est 100 ans de souvenirs. C'est mon grand-père, c'est mon arrière-grand-père, c'est ma grand-mère. Une image également à vous montrer qui illustre bien la grande confusion qui règne sur place. À l'aéroport de Pointe-à-Pitre, où plusieurs dizaines de personnes sont actuellement bloquées, les avions de la compagnie Corsair ont tout simplement été annulés. Et les voyageurs doivent dormir dans l'aérogare car les routes sont trop dangereuses pour rejoindre des hôtels. Ils doivent dormir sur des lits de camp, voire même sur le sol directement, sans eau, sans couverture, sans coussin. Écoutez le témoignage de ce voyageur. Depuis qu'on a intégré ce terminal, on n'a vu personne, que ce soit de la compagnie aérienne, de l'aéroport, on n'a vu absolument personne. On est livré un petit peu à nous-mêmes, on n'a toujours pas d'eau, on n'a rien pour se désaltérer, on n'a rien pour prendre nos médicaments, on n'a rien pour faire un brin de toilette, n'importe quoi. Enfin, voilà, on est vraiment livré là à nous-mêmes. Je suis invalide. J'ai une maladie qui me fait horriblement souffrir. Bon, pour prendre les médicaments, mon épouse a croisé un gendarme ce matin qui m'a envoyé une bouteille d'eau, quoi. Moi, là, je tiens plus en place. Hein. Je souffre de martyr bon, voilà, je prends mon mal en patience et en espérant que ça va vite se débloquer. Anaïs Kroutz, vous êtes l'envoyée spéciale de BFM TV en Guadeloupe. Vous êtes du côté de Pointe-à-Pitre. Les dégâts après ces violences sont très importants. On le constate derrière vous. Oui, exactement. Ce sont les dernières traces des nuits de violence, des dernières nuits qui se sont produites et qui ont marqué l'île dans plusieurs communes, notamment ici aux Abîmes. On est tout près de Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre qui cristallise encore actuellement les tensions entre de jeunes manifestants et les forces de l'ordre. Ces dernières nuits, il y a eu plusieurs pillages de commerces, dont une banque, un supermarché. Et il y a eu également des tirs à balles réelles qui auraient été lancés à l'encontre de voitures de police de la part de ces jeunes manifestants. Une escalade de la violence donc qui se produit depuis 3 jours alors que la grève générale menée par les organisations syndicales pour protester contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire se poursuit toujours. Pour le leader du collectif à l'origine de cette grève, ces violences sont aussi la conséquence d'autres problèmes de fond liés aux conditions de vie des Guadeloupéens, au contexte économique et au fait que les Guadeloupéens aujourd'hui ne se sentent pas entendus. Je vous propose d'écouter le leader du LKP au micro de François Luce. Ça fait 4 mois qu'on manifeste dans les rues tous les samedis. Ça fait 4 mois qu'il y a des préavis de grève qui sont déposés. Personne ne daigne nous recevoir. Le préfet ne nous reçoit pas, les élus ne nous reçoivent pas. On n'a aucune réponse sur nos revendications. Et la seule réponse de l'État français, c'est l'envoi de militaires du RAID et du GIGN. Voilà comment nous sommes traités dans ce pays-là.
Le blocage des différents axes routiers se poursuit jour et nuit et ils impactent le quotidien des habitants. Certains nous expliquaient hier avoir peur de prendre le volant pour rentrer chez eux. D'autres ne peuvent tout simplement pas se rendre au travail. Merci beaucoup Anaïs Kreutz. Donc à Pointe-à-Pitre pour BFM TV avec François Luce. On précise qu'une réunion entre Jean Castex, les élus et les ministres sur la situation en Guadeloupe se tiendra demain à 18h à Matignon. Face à la gravité de la situation, une cinquantaine d'agents du GIGN et du RAID arriveront en renfort sur l'île, théoriquement ce dimanche. Cela signifie que la situation est exceptionnelle, comme nous l'explique Dominique Rizet, consultant police-justice. Ce n'est pas un acte anodin, un geste anodin de dépêcher sur place des spécialistes comme les militaires du GIGN ou les fonctionnaires du RAID. Pourquoi ? Bien parce que on l'a un peu entendu dans ce que vient de dire ce pompier, une armurerie pillée, 200 armes, je crois que c'est 200 armes, c'est bien ce qu'on a entendu, qui ont disparu. Eh bien, ça veut dire des hommes armés sur le terrain, susceptibles d'utiliser ces armes, qui ont pris les armes et les munitions qui vont avec. Donc on ne peut pas demander à des forces de l'ordre classiques qui font du maintien de l'ordre, que ce soit des compagnies républicaines de sécurité, que ce soit des groupements, des escadrons de gendarmerie mobile. On leur demande de protéger les personnes et les infrastructures, mais on ne leur demande pas à eux d'aller chercher des personnes armées. Ça veut dire que le RAID et les GIGN vont être confrontés à ces personnes, vont devoir aller chercher peut-être chez eux au petit matin, parce que ces personnes ont commis des délits, des destructions, des pillages d'une bijouterie, d'une armerie. Il va falloir, s'ils sont identifiés, aller les chercher à 6h du matin. Et à 6h du matin, on ne peut pas envoyer le commissariat de police local, ou en tout cas des fonctionnaires du commissariat de police local, les mettre en danger pour aller chercher des hommes armés. Eh bien, on en verra. Le RAID et le GIGN, c'est leur rôle sur place. Comme il y a des émeutes la nuit et des tirs, donc de coups de feu sur les forces de l'ordre, il y aura peut-être des positionnements de gendarmes ou de policiers du GIGN ou du RAID sur des points hauts avec des tireurs spécialisés, des tireurs de précision pour neutraliser quelqu'un dans la foule qui tirerait sur les gens avec une arme. Voilà. Les interpellations matinales sur décision de justice. Voilà pourquoi est dépêché sur place cette force spéciale, on va dire en tout cas, de militaires et de policiers. Alors les choses sont prises très au sérieux, évidemment, du côté du gouvernement. Anne-Sora Dubois du service politique est avec nous cet après-midi. Gérald Darmanin, hier, après cette cellule de crise, a réaffirmé sa fermeté à 5 mois de la présidentielle. Il ne faudrait surtout pas que l'exécutif montre qu'il prend à la légère ce type d'événement. Oui, absolument, à 5 mois de la présidentielle, mais aussi après 1 an et demi de pandémie. C'est surtout ça qui compte aussi dans la tête de l'exécutif. Et c'est pour ça que les mots utilisés par le ministre de l'Intérieur étaient très forts hier soir. Il a dit, il a répété 2 fois les mesures sanitaires fixées par la loi. Il a parlé de la loi de la République, sous-entendu, il n'y aura pas de traitement d'exception, il n'y aura pas de territoire différencié dans la lutte contre le coronavirus et dans l'établissement du pass sanitaire qui a été voté par le Parlement. C'est aussi ça l'objectif. Et évidemment, derrière dans la tête de Gérald Darmanin, derrière la situation très précise qu'il y a en Guadeloupe, alors c'est un peu particulier le cas des Antilles, on sait que la vaccination et le pass sanitaire, ils sont très mal acceptés depuis le début, mais il y a quand même cette crainte d'un effet contagion. On a vu qu'en Europe, il y a d'autres pays dans lesquels il y a des manifestations, une remise en cause des restrictions de liberté qui sont incluses dans cette loi qui établit le pass sanitaire et la vaccination. Donc il y a surtout l'idée de réaffirmer une fermeté très forte en disant il n'y aura pas de remise en cause par la force, par les armes, de cette loi du pass sanitaire et de la vaccination. Au niveau local, on a bien vu ce qui était dans la sémantique utilisée par Gérald Darmanin hier soir, présenter ceux qui ont commis ces pillages et qui ont été les auteurs de ces violences comme une petite minorité. Côté soignant, c'est vrai. Mais du côté du reste de la population de la Guadeloupe, c'est un peu moins clair parce que, encore une fois, et ça c'est vraiment la spécificité des Antilles, le rejet de la vaccination en particulier est très fort depuis le début. On ne dépasse pas 33%, c'est-à-dire un tiers de la population qui est vaccinée aujourd'hui. Et ça, évidemment, c'est le sujet particulier du gouvernement territorialement. La crainte, évidemment, c'est à nouveau une flambée comme on en avait connu en août. Souvenez-vous, le ministre de la Santé, Olivier Véran, et Sébastien Lecornu s'étaient rendus sur place et il y avait eu une flambée catastrophique dans les Antilles. Évidemment, c'est aussi éviter le ressurgissement de cette gravité de la situation sanitaire là-bas. On en vient à présent à cette situation du Covid qui poursuit sa progression en Europe. En Autriche, c'est demain que toute la population d'ailleurs sera confinée et ce pour 20 jours. À Vienne, de nombreux habitants profitent des dernières heures pour effectuer leurs achats de Noël alors que des dizaines de milliers de manifestants ont défilé hier dans les rues pour dire non à ces nouvelles mesures. Antoine Forestier avec Amine Mohamed.
Comme de nombreux Viennois hier après-midi, Alexandra et sa mère sont venues profiter des dernières heures du traditionnel marché de Noël. C'est vraiment triste parce que j'avais hâte d'aller au marché de Noël. J'espère que tout va pouvoir rouvrir dans 20 jours. Max venait à peine d'installer son stand de vêtements chauds lorsque le confinement a été décidé. On est ouvert depuis une semaine. Ouvrir un stand comme celui-là, c'est beaucoup de travail. C'est dommage que l'on doive fermer, mais que voulez-vous que l'on fasse ? Devant ce centre de vaccination, la file d'attente est longue, mais ce n'est pas lié aux récentes décisions. La majorité de ces patients, comme Léo, sont ici pour un rappel. Je vais avoir ma 3e dose parce que j'ai entendu aux informations que le délai passe de 6 à 4 mois après la 2e. Hier, au moins 35 000 personnes ont manifesté dans la capitale contre les récentes mesures prises par le chancelier. Je suis contre cette obligation. Je vais tout faire pour qu'elle ne passe pas. Je ne suis pas vaccinée car je sais qu'il y a des nanoparticules à l'intérieur. Nous sommes pour la liberté. Tous ceux qui veulent être vaccinés peuvent l'être. Ce qu'ils font, c'est mettre la pression. C'est de la dictature. En Autriche, un tiers des habitants n'est pas vacciné. C'est en dessous de la moyenne européenne. Ces images à présent de manifestations contre les restrictions sanitaires qui ont lieu aujourd'hui. Ces manifestations à Bruxelles, en Belgique. Des nouvelles restrictions ont été annoncées cette semaine, comme par exemple le port du masque obligatoire dès 10 ans, contre 12 ans auparavant, port du masque en intérieur, mais aussi en extérieur, dans les événements publics, ou encore le retour du télétravail 4 jours par semaine pour tous les emplois qui le permettent, l'extension également du pass sanitaire. Vous voyez ces images en direct de la capitale belge avec ces policiers qui font face donc aux manifestations autorisées, on le précise. On voit aussi que la 5e vague gagne l'Europe du Sud désormais. En Italie, le taux d'incidence est de 105 cas pour 100 000 habitants avec 11 540 nouveaux cas en 24 heures. Blandine Hugonnet, vous êtes notre correspondante à Rome, l'Italie qui fait face à une hausse importante du nombre de cas alors que la population, Blandine, est en grande majorité vaccinée. Oui, absolument. D'ailleurs, vous l'avez dit, le pic a été à nouveau atteint ce week-end. On n'avait pas vu ce chiffre depuis 6 mois en Italie. Plus de 11 000 cas en 24 heures. C'est le double du début du mois. C'est une tendance à la hausse qu'on connaît ici aussi en Italie concernant le Covid. Le nombre d'hospitalisations ne fait qu'augmenter. Le nombre de décès augmente de 20% par semaine ici. Il s'agit en grande majorité de personnes non vaccinées parmi les victimes. Mais la situation reste un peu moins inquiétante qu'ailleurs en Europe parce que les Italiens est une des populations les plus vaccinées d'Europe. Plus de 85% de la population de plus de 12 ans a déjà reçu 2 doses. Mais ça ne suffit pas malgré tout face à cette menace de la 5e vague qu'on appelle 4e vague ici en Italie parce que évidemment la situation s'aggrave ici aussi. On regarde bien sûr chez les voisins, notamment l'Autriche qui inquiète beaucoup et l'Italie a donc décidé d'accélérer l'injection des 3e dose de vaccin. Dès demain, elle est accessible, cette 3e dose, aux plus de 40 ans ici en Italie pour éviter une propagation du virus, bien sûr, et surtout éviter des restrictions à nouveau dans les prochaines semaines et d'ici Noël. Merci Blandine Hugonnet pour ces précisions en direct de l'Italie. De chez notre côté, en France, c'est le retour des gestes barrières dans certains départements. Vous allez voir, le masque en extérieur notamment est à nouveau imposé dans ces départements. Illustration dans l'Orne où le taux d'incidence là-bas dépasse les 130 cas pour 100 000 habitants. Guillaume Barqui et Paul Biloquet. Dans les rues des communes de l'Orne, la nouveauté, c'est le retour du masque partout à l'extérieur. On ne sait même plus s'il faut le porter ou pas, mais moi je préfère le porter. Je ne suis pas libre d'apporter la maladie à mon voisin. Dans ce contexte bien particulier, on doit faire front commun. La mesure est pourtant parfois incomprise, jugée peu utile dans la rue. Mais pour la préfecture, c'est une mesure intermédiaire, seul moyen de sauver les fêtes de fin d'année. Le fait que ce soit obligatoire sur les marchés, les brocantes, autour des écoles, autour des gares, c'est une mesure intermédiaire qui permettra de passer les festivités de Noël dans des bonnes conditions. Car le taux d'incidence augmente et pas seulement en Normandie. Dans cette pharmacie de Savoie, la demande de tests est repartie à la hausse. On voit
voit très nettement qu'il y a une montée en charge des demandes de tests, que ce soit par cas contact ou pour vérifier. Il faut rester vigilant sur les gestes barrières, c'est fondamental. En France, 23 départements ont d'ores et déjà remis en place le port du masque à l'extérieur. On en vient à présent à ce dérapage, le mot est faible, de Jean-Christophe Lagarde, le président UDI et indépendant, complètement en roue libre. Anne-Sora Dubois, il a pété les plombs en évoquant Éric Zemmour. Oui, absolument. Il était interrogé sur le fait que Éric Zemmour, depuis plusieurs semaines et mois, se revendique de l'ancien parti politique RPR. Éric Zemmour a commencé à le dire dès le mois de septembre, dès le mois d'octobre, en disant « Je suis le candidat de ce qu'on appelait avant le RPR », c'est-à-dire le Rassemblement de la droite populaire bonapartiste gaulliste, pour citer encore une fois Éric Zemmour, et interroger encore une fois sur cet héritage revendiqué par Éric Zemmour. Voilà ce qu'a dit Jean-Christophe Lagarde ce matin. Il ose se prétendre du RPR, mais si Pasqua était là, tu te prendrais une balle dans la tête, monsieur Zemmour. Voilà donc cette déclaration de Jean-Christophe Lagarde. Pour vous refaire un petit peu de contexte, Charles Pasqua était un membre du RPR, ministre plusieurs fois, mis en cause dans plusieurs affaires politico-financières, condamné 2 fois, relaxé 4 fois, mais dont la réputation était assez sulfureuse. Et c'est effectivement ce dérapage de Jean-Christophe Lagarde, évoquant donc cette ancienne histoire du RPR, mais c'est surtout le mot qui est utilisé. Si Pasqua était là, il te mettrait une balle dans la tête. Jean-Christophe Lagarde a présenté ses excuses après cette sortie sur le plateau de nos confrères de France Info, en disant qu'il regrettait les mots qu'il avait utilisés, que sans doute ces mots n'avaient pas été voilà, il disait « Je regrette mon expression totalement inappropriée à propos de Pasqua et Zemmour ce matin. Je voulais dire qu'à l'époque, une telle imposture de sa part aurait eu une réplique des plus cinglantes. La violence doit toujours être bannie du débat politique, mea culpa ». Donc les excuses de Jean-Christophe Lagarde, mais le mal est fait. Il y a déjà des réactions politiques à cette sortie de Jean-Christophe Lagarde. Au-delà de ça, c'est aussi la preuve d'une forme d'hystérisation du débat autour de la candidature d'Éric Zemmour. Il y a déjà des mots très forts qui ont été prononcés par différents responsables politiques à l'encontre du polémiste, mais là, on atteint quand même un sommet dans les déclarations politiques, exactement, malgré les excuses de Jean-Christophe Lagarde. On cherche à savoir si Éric Zemmour portera ou non plainte. On le verra, mais en tout cas, dérapage très sérieux de Jean-Christophe Lagarde et les excuses donc de cet homme politique à l'issue de cette déclaration. Merci Anne-Sora Dubois, politique toujours, et Fabien Roussel qui est en meeting ce dimanche dans le quartier de Stalingrad à Paris, le candidat communiste à la présidentielle qui développe ses propositions sur les thèmes de l'emploi et du pouvoir d'achat. Je n'ai aucun ennemi à gauche et je ne souhaite d'ailleurs soustraire aucune voix aux autres candidats de gauche. Je souhaite aller reconquérir les cœurs et les têtes de tous ceux qui ont été déçus et qui n'y croient plus. Ce qui nous manque le plus à gauche, c'est l'espoir. L'espoir que ça change sincèrement. Et justement, il nous faut rompre avec les logiques capitalistes, mais en même temps pouvoir répondre à tous ceux qui aujourd'hui souffrent et souffrent en silence. Autant ceux qui sont dans des quartiers ghettos et qui subissent l'insécurité, que ceux qui veulent que leurs droits soit égal à celui de leurs voisins. Nous voulons défendre les mêmes droits pour tous. Et c'est pour ça que la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, pour l'égalité femmes-hommes sont des sujets qui nous préoccupent autant que celui de garantir un emploi pour toutes et pour tous. C'est mon projet pour la France, un projet de société cohérent et d'ensemble. Gérald Darmanin s'exprime, lui, dans Le Parisien ce dimanche. On ne m'arrête pas dans la rue pour me parler immigration ou sécurité, dit-il. Et le ministre de l'Intérieur charge son ancienne famille de la droite. Il dit que les Républicains, je cite, ne sont plus un parti de gouvernement. Celui qui peut le plus inspirer l'électorat de droite, c'est Emmanuel Macron, indique donc Gérald Darmanin. Tout autre chose à présent, on en vient à ce mystère alors que le monde du tennis demande des nouvelles de Peng Shuai depuis plusieurs jours maintenant. La joueuse au cœur d'une controverse après avoir accusé de viol un haut dignitaire chinois a été vue dimanche en public à Pékin lors d'un tournoi de tennis junior et sur ces scènes, vous le voyez également, lors d'un dîner. Les détails, les explications de Guillaume Barki. Ce sont les dernières images d'elle, mais impossible de les authentifier. Cette vidéo de Peng Shuai, postée sur le compte d'un média affilié à l'État chinois, est présentée comme la première apparition publique de la joueuse depuis plusieurs semaines. Dans cet autre extrait, au restaurant, 2 personnes qui l'entourent discutent. Demain, c'est le 20 novembre. C'est le 21. Au total, 3 vidéos et 4 clichés postés en moins de 24 heures, mais impossible de vérifier leur date ou de s'assurer que Peng Shuai est bien libre et en sécurité.
La joueuse de tennis chinoise n'a plus donné signe de vie depuis des accusations de viol contre un haut cadre du Parti communiste. Dans la foulée, plusieurs personnalités du tennis ainsi que l'ONU avaient demandé des preuves de vie de Peng Shuai. Selon l'association des joueuses de tennis, ces vidéos sont encore insuffisantes pour prouver la bonne santé de la sportive. En rallye, le Français Sébastien Ogier a remporté son 8e titre de champion du monde des rallyes depuis 2013 et probablement le dernier, en gagnant aussi la dernière manche de la saison, le rallye de Monza ce dimanche. Carrière assez incroyable qui rappelle aussi bien sûr celle d'un autre Français, Sébastien Loeb. Évidemment, Cocorico toujours, évidemment, on va le voir avec le rugby. Ce sera dans un instant, en attendant à rester avec nous. Non, on va voir justement cet exploit du rugby du 15 de France, devant près de 80 000 personnes. Hier, l'équipe de France qui a battu la Nouvelle-Zélande au Stade de France, un exploit retentissant en inscrivant 4 essais, n'est-ce pas, monsieur qui était dans les loges, avec 4 essais retentissants face aux Blacks, qui place donc les Bleus parmi les prétendants à la victoire à la Coupe du Monde en 2023. Ça se jouera d'ailleurs en France avec, comme match d'ouverture, cette même affiche France-Nouvelle-Zélande. Les détails, Maxime Montiou. Des sourires, des larmes de joie, beaucoup de fierté et surtout l'envie de profiter le plus longtemps possible d'un exploit qui marque une carrière. Le 15 de France a battu la Nouvelle-Zélande, une première depuis 2009, pour le plus grand bonheur d'Antoine Dupont, capitaine des Bleus. Un scénario incroyable, un adversaire incroyable, donc voilà, toutes les conditions étaient réunies ce soir pour avoir une victoire qui restera gravée dans nos mémoires, c'est sûr. Une victoire 40-25, la plus large infligée aux Blacks par les Bleus grâce à 4 essais signés Ntamak, Penaud et un doublé de Movaka. Un souvenir à vie pour les joueurs, mais également pour les 80 000 supporters survoltés d'un Stade de France incandescent hier soir. Moi, c'est la première fois que je voyais les Blacks au Stade de France, donc déjà c'était trop bien. Et puis l'ambiance dans le stade... C'est mon premier match de rugby que je vais voir dans un stade. Dans les tribunes, on ne faisait que de chanter, c'était trop bien. Et en plus, on a gagné 40-25. Super, j'adore cette journée. Loin d'être anodin, ce succès sur les All Blacks confirme tout le potentiel d'une génération dorée à 2 ans d'une Coupe du Monde à domicile que les Bleus de Fabien Galtier rêvent de remporter. Candidat au titre mondial, c'est notre façon de vivre, notre ambition. 2023, c'est à nous. C'est à nous, celle-là. On va la voir. On y croit, on y croit. On a confiance en eux. Battre les All Blacks, c'est donc possible. Un exploit à rééditer au Stade de France le 8 septembre 2023, lors du match d'ouverture du Mondial. Magnifique cette joie du 15 de France. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous reparlerons de la situation toujours préoccupante en Guadeloupe face aux violences et aux émeutes. Le GIGN et le RAID sont attendus en renfort.